Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Gaël, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tout simplement, on fait la review de Fastlane, qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche 7-8 octobre, c'est ça, depuis Indianapolis, dans l'Indiana. Et c'était, on va voir comment c'était. Je change de sujet rapidement, comme je vous l'ai dit dans un post récemment, je compte refaire une vidéo sur les hot takes de la WWE, donc si vous avez des avis impopulaires sur la WWE, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour qu'on puisse débattre ensemble dans le prochain épisode. Bon, je pense qu'on va pas perdre plus de temps, je vais me décaler pour pouvoir mettre les affiches des matchs juste en haut, et c'est parti, abonnez-vous, likez. Alors déjà, je vais commencer par dire quand même que la DA du show global était plutôt cool, avec les bagnoles, tout ça, bon c'était évident à le Fastlane. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que bon, c'est pas non plus incroyable, mais ils ont un peu innové au niveau du stage, pour une fois, puisqu'il y avait deux Formule 1 sur la rampe d'entrée. Je voulais le souligner parce que bon, d'habitude on a juste l'écran et c'est tout quoi, au moins ils ont fait un mini effort. Bref, le show s'est ouvert avec le match où le Judgment Day défendait les championnats par équipe contre Jey Uso et Cody Rhodes. Bon déjà les entrées Cody Rhodes et Jey Uso ultra populaires, ça brasse le vent avec Jey Uso, ça fait les wow avec Cody Rhodes, c'est assez incroyable quand même. On a un début de match très tranquille où Jey Uso va prendre les coups au global et Cody Rhodes va regarder, consterné dans son coin. On a donc une grosse domination du Judgment Day pendant bien les 10 premières minutes je dirais. Il y a Cody Rhodes qui s'énerve parce que forcément Damien Priest et Finn Balor ils vont mettre des petits coups un peu sous la ceinture, pas tout à fait clean, forcément. Et à un moment Jey Uso parvient à faire le tag sur Cody Rhodes qui permet à l'équipe de comeback et donc de revenir dans le match. À un moment Cody Rhodes il a porté une espèce de superplex à Finn Balor depuis la 3ème corde, genre il a maintenu Finn Balor sur ses épaules pendant bien 5 secondes. Faut le faire ça quand même, surtout une telle hauteur. Forcément s'y attendait, Dolly Dom et Rhea Ripley sont intervenus pour rééquilibrer les forces, enfin rééquilibrer, non déséquilibrer justement. Bon Dominic Mysterio va se prendre un sale coup par Jey Uso et juste après on a un face-off entre Rhea Ripley et Jey Uso avec Rhea Ripley avec son grand sourire un peu provocateur. Bon j'avance un peu, il y a JD McDonough à un moment qui va porter un coup de mallette assez violent dans le dos de Cody Rhodes je crois. Il va choper la mallette de Damien Priest pour frapper Cody. Et il y a le tournant du match qui arrive. Ce moment où Damien Priest s'apprêtait à faire passer Cody Rhodes, Jey Uso, l'un des deux, à travers la table des commentateurs. JD McDonough, dans un élan, dans un excès de confiance, va tenter de mettre un coup à Jey Uso ou Cody Rhodes, je sais plus, et va finalement frapper la jambe de Damien Priest, qui va donc, il est out, Damien Priest, c'est fini pour la fin du match. Et juste après ça, Jey Uso et Cody Rhodes vont remporter le match après un crossroads, il me semble, sur Finn Balor. Nouveau champion par équipe. Je l'avais pas vu venir du tout. Le match était cool, un début quand même assez lent, et c'est dans les 5 dernières minutes que c'est complètement parti en steak et que c'est devenu vraiment sympa. Mais je suis pas convaincu du choix des nouveaux champions, honnêtement. Alors oui, le projet c'est sûrement de détruire le Judgment Day pour que Damien Priest aille chercher le titre, qu'on ait peut-être une rivalité entre les deux, je ne sais où, pour les mener à un match. C'est évident, mais je suis un peu déçu que le règne n'ait pas duré plus longtemps que ça, et surtout que les titres arrivent dans les mains de Cody Rhodes et Jey Uso, qui ne sont pas une vraie équipe à la base. Oui, ils sont très populaires, oui, ils sont potes maintenant, mais Cody Rhodes, il en a pas besoin. Lui, son objectif, c'est Roman Reigns, on le sait très bien. Peut-être qu'il fallait le construire fort et du coup qu'il ait un règne de champion par équipe. Bon, il en a déjà eu des règnes de champion par équipe, je crois que c'est son 7ème déjà. Jey Uso, on n'en parle même pas. Je pense qu'il pouvait se débrouiller sans les titres. Après oui, voilà, les deux sont ultra populaires, ils sont ultra forts en ce moment, fallait pas qu'ils perdent. Je pense qu'on aurait pu trouver un autre moyen de les faire perdre et que le Judgment Day continue un petit peu quand même parce que ça a duré qu'un mois quoi. Mais quoi qu'il en soit, le match était quand même plutôt cool. À voir ce qui est prévu pour la suite, comment on va splitter les titres parce que ça a été révélé par des insiders que les titres vont être splittés dans les prochaines semaines. Le premier match était quand même très cool, très monopodeur, mais un petit peu déçu quand même des vainqueurs. Avant d'enchaîner avec le prochain match, on a eu quelques vignettes publicitaires comme d'habitude, et on a eu un petit spot pour parler du prochain épisode d'NXT, qui, on le rappelle, sera en concurrence avec le show de All Elite Wrestling, donc ça va être forcément les guerres des audiences, un peu en rappel au Monday Night Wars lors de la guerre WCW-WWF. Et du coup, la WWE met les bouchées doubles, parce que du côté de la WWE, il y a Edge qui a fait ses débuts, qui va faire son premier match. En vrai, je suis pas trop à WWE, donc je vais pas dire de conneries. Mais du coup, il y a John Cena qui sera dans le coin de Carmelo Hayes quand il va affronter Braun Breaker, qui aura Paul Heyman dans son coin, il y aura Asuka qui va affronter Roxanne Perez. Ce que j'ai noté, ce que tout le monde a dû remarquer, je pense, j'ai pas vu trop de gens en parler sur les réseaux, mais à la fin du spot publicitaire, on a eu le dong de l'Undertaker. Il y a des rumeurs comme quoi il pourrait apparaître à NXT. Là, ça semble officiel maintenant, donc ça va être cool. Et du coup, il y a de grandes chances que j'ai regardé cet épisode d'NXT. Et oui, forcément, les légendes, ça attire. Trêve de plaisanterie, on passe au prochain match qui oppose la LWO au nouveau clan de Bobby Lashley et des Street Profits. Donc le match commence à 2 contre 3, les Street Profits et Bobby Lashley vont passer à tabac la LWO. Donc ouais, on va avoir une grosse domination de l'équipe de Bobby Lashley pendant un bon moment. Et il y a le moment où Rey Mysterio, il est seul au milieu du ring, il a pas de coéquipier à qui faire le tag.
et Carlito arrive, voilà. On savait qu'il était signé chez WWE depuis Backlash, si je dis pas de bêtises, et il avait toujours rien fait parce qu'on n'avait pas de programme intéressant pour lui. Et donc là, tout le monde l'a vu venir gros comme une maison. Seul petit souci, c'est qu'ils ont changé sa musique, qui était assez iconique, même si la nouvelle est pas trop mal. Et donc oui, la LWO va remporter ce match grâce à Carlito après un backstabber sur Montez Ford. Ça va être intéressant de voir comment ça va se passer du côté du clan de Bobby Lashley, parce que encore une défaite, les Street Profits qui n'ont pas encore été à la hauteur de ses attentes. Ça va être plutôt cool et on a hâte de voir aussi ce qui va se passer du côté du Latino World Order. Est-ce que Carlito va entraîner tout le clan à se retourner contre Rey Mysterio? Ça va être intéressant à suivre. En tout cas, le match était décent, rien de bien incroyable, on est resté très basique. Et sans le retour de Carlito, on retient pas grand chose de ce match, mais c'était correct. Voilà. Après une pub pour Pizza Hut avec Xavier Woods qui est venu apporter une pizza, Michael Cole et Corey Graves, on passe au triple menace pour le championnat de la WWE féminin, qui opposait donc la championne Io Sky à la Queen Charlotte Flair et à l'impératrice de demain, Asuka. Bon là au niveau des tenues on s'est lâché, on a mis des gros manteaux, des grosses plumes et tout. Par contre, comment ça, zéro réaction pour Io Sky à son entrée? Indianapolis, vraiment, Io Sky est arrivé, le calme plat, vraiment. Bon, le début du match, ça commence fort. Charlotte Flair met une big boot à Io Sky et Asuka sort tout de suite elle crache tout de suite son espèce de produit vaisselle là. Dans la gueule de Charlotte Flair. Bon, le match s'arrête pas là, heureusement, quand même, ça aurait été terrible. Bon, du coup, après ça, Charlotte elle est out pendant quelques temps et du coup, on a de beaux enchaînements entre Io Sky et Asuka que j'ai beaucoup aimé, je trouvais ça plutôt sympa. Un peu à la Eddie Guerrero, Rey Mysterio. J'abuse un petit peu quand même, mais c'était plutôt ça. Moi, j'aimais bien en tout cas. Bon, Charlotte Flair elle revient, mais une big boot à Asuka, donc elle a mis 2 coups dans le match, 2 big boot. C'est pas mal, voilà, déjà grosse perf. Et assez étonnamment, on a une alliance qui va se former entre Io Sky et Asuka, alors que les deux sont supposés être heel et face, méchant et gentil, pour ceux qui comprennent pas. Au départ, c'est censé être Charlotte Flair et Asuka les gentils, et au final, on se retrouve avec Charlotte Flair qui est la seule gentille dans le match, puisqu'en fait, le match va devenir presque un 2 contre 1 à un moment, et Charlotte Flair va devoir gérer les deux en même temps. Donc Charlotte Flair est très mise en avant, elle est rendue très forte parce qu'elle se sort quand même de grosses situations. On va avoir vraiment des enchaînements de chops, ça va faire des wouh dans le public. Enfin, c'était cool, en tout cas, il y avait une bonne ambiance, le public était assez investi quand même. À un moment, on a Io Sky qui va porter un moonsault très moyen sur Asuka à l'extérieur du ring. Et juste après, on a Charlotte Flair qui va porter son moonsault à elle depuis la 3ème corde. Elle va le faire sur Asuka et Io Sky. Très joli encore, Charlotte Flair quand même. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, elle est quand même assez exceptionnelle. Juste après, on va avoir l'un des gros spots du match. Il y a donc Charlotte Flair qui prépare un espèce de Samoan drop à Io Sky depuis la 2ème ou 3ème corde. Et t'as Asuka qui arrive et qui va porter une espèce de powerbomb sur Charlotte Flair. Du coup, ça fait une espèce de power Samoan drop bomb. C'était stylé en tout cas, Asuka étant que le tomber sur les deux ça passe pas forcément. Hein. À un moment on se retrouve avec une situation de 1v1 entre Asuka et Charlotte Flair. Charlotte va porter le spear bien vénère sur Asuka, le compte de 2. Io Sky va revenir un peu dans le match et à un moment Bayley va intervenir, il va même distraire Io Sky qui va prendre un sale big boot de Charlotte Flair. Encore, ça fait 3. Et c'est là qu'on arrive vers la fin du match. Charlotte Flair va porter son figure 8 à Asuka. Pendant ce temps là Bayley va distraire l'arbitre et Io Sky va en profiter pour faire le moonsault sur Charlotte Flair et Charlotte Flair va prendre le tombé. 1, 2, 3 et Io Sky conserve le titre. J'avoue que j'ai eu très peur qu'elle perde le titre et je suis très content du résultat. Le match était vraiment bon d'ailleurs. Franchement c'était un super match, j'ai kiffé. Jusqu'à maintenant c'était le match de la soirée sans aucun doute. Il y avait du suspense, des bons spots, franchement j'ai kiffé et j'étais prêt à attaquer le prochain match qui était l'un des matchs les plus attendus de la soirée. Puisqu'on parle du match opposant la Bloodline, Solo Sikoa et Jimmy Uso à John Cena et LA Knight, yeah. Bon on va parler vite fait de John Cena quand même, exceptionnel. Le mec a 46 ans, il est acteur, il a tellement d'autres choses à foutre et il se prend un petit kiff là, 8 semaines je crois qu'il a prévu 8 semaines à la WWE. Franchement, merci, heureusement, parce que Roman Reigns il est plus là, faut bien compenser. Bon, par contre, le projet, j'ai entendu dire que c'était un John Cena contre Roman Reigns à Crown Jewel. Bon, faut bien vendre des tickets pour l'Arabie Saoudite, mais on pourrait tellement faire LA Knight à la place. Alors peut-être que c'est prévu qu'LA Knight affronte Roman Reigns d'ici la fin de l'année, je l'espère de tout cœur d'ailleurs. Mais bon, est-ce que John Cena a besoin d'un spot pour affronter Roman Reigns? Il y a déjà eu un match à SummerSlam en 2021 qui était très bien. Je pense pas qu'il y en ait besoin de plus. Voilà, je donne mon avis. Après, pour l'argent, c'est cool. Alors là, il n'y a pas de problème. Bon, alors attends, oui, parce qu'il y a Pat McAfee qui est revenu. Voilà, il y en a qui sont contents de le voir. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Voilà, s'il y a des gens qui sont contents, tant mieux. Bon, Pat McAfee, il va faire, oui, Indianapolis mériterait d'avoir WrestleMania. Bon, John Cena a fait la même pour Londres. Pour l'instant, zéro annonce. Hein. Calmez-vous, Indianapolis. Et donc, il va nous introduire le GOAT, comme tout le monde l'appelle désormais, John Cena. Grosse réaction de la part du public. Il est rejoint par son coéquipier LA Knight. Yeah. Là aussi, énorme réaction pour LA Knight
Knight, c'est assez incroyable comment le mec est monté en flèche. Il est parti de sa rivalité avec Bray Wyatt où très peu de gens étaient intéressés et tout le monde s'en foutait un peu de lui. Et après ça, il est monté en flèche mais à une vitesse incroyable. Bon, du coup, le match commence, c'est un peu à l'image des 2 premiers matchs par équipe. On va avoir une grosse domination d'abord de la Bloodline, Solo Sikoa et Jimmy Uso. Pendant les pareil, les 10 premières minutes, il y a juste John Cena dans le ring qui va prendre des Thanas par Solo Sikoa et Jimmy Uso. Solo Sikoa, il est passé pour un mec très très fort face à John Cena. Il y a eu un moment face-off au moment où Solo Sikoa rentre dans le ring, où John Cena il essaie de le faire tomber et Solo Sikoa il tient toujours le coup, il lui met une énorme droite et il met John Cena au sol en un coup. Assez intéressant, c'est qu'on a eu pas mal de Let's Go Cena et pas de Cena Sucks. C'est fini tout ça. Maintenant tout le monde aime John Cena. Ça c'est beau. Tout le monde est main dans la main pour applaudir John Cena. La beauté du catch et le travail du temps aussi, comme quoi l'acceptation. Mais donc du coup après quelques Let's Go Cena, on a eu un attitude adjustment sur Jimmy Uso pour retourner la situation. Et c'est à ce moment-là on se dit John Cena il rampe pour aller faire le tag à LA Knight et non. Non, parce que Solo Sikoa, il a décidé que non, John Cena va faire tout le match dans le ring. Tu vois, contrairement à ce qu'il y avait eu à SmackDown le 30 décembre 2022 face à Roman Reigns et Sami Zayn, John Cena il avait catché 30 secondes. Là, il a fait les 80% du match, j'ai l'impression. Il y a eu ce moment assez drôle où Paul Heyman il est au téléphone, genre il envoie des messages vocaux, sûrement à Roman Reigns. Il est tout heureux, tout souriant, il raconte un peu le déroulement du match. C'était plutôt drôle. Mais bon voilà, dans tout ça, LA Knight quand même, on finit par avoir le tag. John Cena parvient enfin à taguer LA Knight. Et de l'autre côté, Solo Sikoa va taguer Jimmy Uso. Et donc LA Knight va forcément, voilà, il va prendre l'avantage. À chaque coup, c'est hier, dans la foule partout. Incroyable. Le public pète un câble et à un moment, alors je sais plus, hein, j'avance un peu dans le match. Solo Sikoa va Samoan Drop LA Knight. John Cena va crossbody Solo Sikoa. Puis t'as Jimmy Uso qui va mettre un Uso Splash à John Cena. Wow, j'arrive plus à parler. Jimmy Uso qui va mettre un Uso Splash à John Cena. Il y a eu des enchaînements, c'est parti en steak au bout d'un moment et le match a pris vraiment une dimension assez épique. Et on a ce moment qui va amener le finish du match. Jimmy Uso se retrouve sur la 3ème corde pour porter le Uso Splash à John Cena. LA Knight classique va monter sur la 3ème corde pour aller porter une superplex à Jimmy Uso. John Cena va porter le 5 Knuckle Shuffle, You Can See Me, et LA Knight va enchaîner avec son finish, je sais plus comment il s'appelle sa prise de finition, en fait je sais même pas, j'ai jamais su. 1, 2, 3, victoire des gentils, la Bloodline qui perd, c'était cool, le match était vraiment bien, la foule était à fond, Solo Sikoa a paru très crédible et est resté très fort quand même dans le match parce que c'est Jimmy Uso qui va prendre le pin. Et donc on a hâte de voir comment on va construire Crown Jewel, où John Cena va vraisemblablement affronter Roman Reigns, et ce qui va être très intéressant c'est que Roman Reigns revient au prochain SmackDown, on a hâte de voir ce qui va se passer, comment ça va se passer avec Solo Sikoa, avec Jimmy Uso, avec Paul Heyman, on a plutôt hâte. Juste avant de passer au main event, on retrouve le Judgment Day dans les vestiaires. Damien Priest il a la jambe en compote, mais du coup il veut à tout prix cash in. Là il a plus rien à perdre, et du coup il est déterminé. Il veut cash in sur Seth Rollins ou Shinsuke Nakamura dès ce soir. Mais Dominic Finn Balor et Rhea Ripley lui disent non, c'est pas une bonne idée, t'as la jambe en compote, t'es pas prêt, tu peux pas, ne fais pas ça. Et du coup lui il insiste, il veut vraiment y aller. Et là Rhea Ripley en mode Daron va confisquer la mallette à Damien Priest. On disait qu'il n'y avait pas de leader dans le Judgment Day, bon je pense que maintenant c'est assez clair. Ça va discuter avec Paul Heyman, ça va confisquer la mallette au fiston Damien Priest. Pourtant je crois que c'est la plus jeune du Judgment Day, hein. C'est assez contradictoire. Et vraiment tu sais c'est le classique, tu vois, elle tend la main comme ça et dit la mallette, donne la mallette. Donc Damien Priest ne va pas cash in ce soir. C'est un peu dommage parce qu'en termes de cohérence ça aurait été parfait vraiment de cash in maintenant, surtout quand on connaît la condition du champion. Mais ça on va y revenir. Pas maintenant, du coup, voilà, c'est parti. Le main event, Seth Rollins défend le championnat du monde poids lourd de la WWE contre Shinsuke Nakamura dans un Last Man Standing match. Le premier match à Payback était déjà assez bon, et là, Last Man Standing, on s'attend à un très gros match. Et c'est ce qu'on a eu. Jusqu'à maintenant, la storyline, je l'ai pas vraiment beaucoup suivi parce que je peux pas regarder les weekly, malheureusement. Mais quand on regarde les promo clips, je trouve que ça donne envie de regarder le match. Les promo clips, c'est toujours bien réalisé avec les promos Shinsuke Nakamura en japonais, qui a été vraiment dominant pendant toute la storyline quasiment. Bref, les entrées, ça chante wow, forcément, les frissons à chaque fois, toujours un plaisir d'entendre le public chanter. Bon, le début du match, ça commence, Nakamura il fuit. Non, Nakamura il fuit pour provoquer un peu Seth Rollins il va le suivre, il va même sortir un kendo stick à un moment. Mais bon, Nakamura il va s'en sortir et on va avoir dès le début un focus sur le dos de Seth Rollins, ça a été vraiment l'élément central de la storyline jusqu'à maintenant. Rollins va réussir à s'en sortir et va enlever les protections autour du ring, il va enlever les tapis et du coup le sol est à découvert. Donc là à tout moment tu tombes là-dessus, ça fait mal. Rollins il va utiliser des escaliers pour frapper Nakamura, il va sortir des chaises, il va sortir une poubelle, il va sortir même 2 tables. Là le public oh les tables, trop bien. Et Nakamura lui, il va sortir des nunchaku, enfin,
forcément dans son pays. Du coup il va utiliser le nunchaku, il s'en sert pas trop mal je crois. Il va lui mettre des sales coups, il va même lui porter un crossface avec les nunchaku, plutôt stylé. Seth Rollins va réussir quand même à comeback avec une sling blade. Un peu plus tard Shinsuke Nakamura va mettre une des tables dans un des coins du ring et ça va pas traîner pour qu'il l'utilise contre Seth Rollins. Seth Rollins se retrouve donc à côté de la table, Shinsuke Nakamura lui fonce dessus mais bah Rollins esquive. Donc la table pète à peu près, Nakamura se retrouve au sol, stomp de Seth Rollins directement et donc bon le match se finit pas maintenant, Nakamura se relève à 8. Un peu plus tard Seth Rollins va sortir une échelle et là les gens ils sont fous, encore une fois il va la placer à côté de la table des commentateurs et là on se dit qu'il va partir pour une sale dinguerie. Nakamura il est étalé sur la table, Seth Rollins il est en haut de l'échelle et bon Nakamura se barre et donc là à partir de ce moment là on va aller se bagarrer dans la foule côté du stage d'entrée. Ils vont se battre dans les escaliers à côté des gradins et Nakamura va à un moment porter un low blow à Seth Rollins et le pousser, il va faire une sale chute et à un moment on se retrouve là où Seth Rollins a enlevé les tapis de protection. Il va tenter de porter un pedigree à Nakamura que ce dernier va contrer et donc faire passer Seth Rollins par-dessus ses épaules qui va faire une violente chute sur le béton et on se retrouve dans le ring. Nakamura part pour son Kinshasa que Seth Rollins va contrer avec un super kick et il va enchaîner avec un pedigree. Ça ne suffira pas pour garder Nakamura au sol, on va se retrouver un peu plus tard. Le moment où Seth Rollins va essayer de mettre en place la deuxième table mais il va galérer parce qu'il a mal au dos, c'est lourd une table. Et c'est finalement Nakamura qui va réussir à se servir de la table puisqu'il va mettre Seth Rollins dessus et lui porter une descente des genoux. C'était assez stylé, du coup la table casse. Et Rollins a pris de sacrés dégâts. On se retrouve encore après avec un autre gros spot de ce match. Les deux se retrouvent en haut de l'échelle qui a été placée au préalable à côté de la table des commentateurs. Et Nakamura, en mode Asuka, va cracher du produit vaisselle lui aussi. Cette fois c'est rouge. Pour Nakamura c'est rouge. Donc du coup ça fait un peu comme du sang mais c'est pas du sang. Du coup bah Rollins il voit plus rien et Nakamura le pousse, il tombe sur la table des commentateurs qui va bien sûr imploser. Et donc là à partir de ce moment là je me suis dit ah il y a peut-être moyen que Nakamura gagne le match, on n'est pas à l'abri. Et même à partir de là j'aurais kiffé voir Nakamura gagner le match parce que franchement très grosse performance de Nakamura qui a fait beaucoup dans ce match quand même. Retour dans le ring, Nakamura va porter un sidewalk slam à Seth Rollins sur une chaise qui était dépliée, ça va là encore sur le dos, ça fait mal. On retourne se battre dans la foule parce que Nakamura et Rollins ils aiment bien le public. Et à un moment il se retrouve sur une espèce d'estrade ou je sais pas trop comment on pourrait appeler ça. Rollins va porter un pedigree into stomp dessus. Nakamura va se relever et le match va se terminer même pas sur un des finishers de l'autre puisque Seth Rollins depuis cette espèce d'estrade va porter un Falcon Arrow, donc une souplex où il finit assis, tu vois, à travers des tables qui étaient plus bas. L'arbitre va compter jusqu'à 10, Seth Rollins se relève à la dernière seconde et Nakamura n'arrive pas à se relever. Victoire donc de Seth Rollins au terme d'un match que j'ai trouvé incroyable, vraiment. Il y avait du suspense, j'ai vraiment cru à une victoire de Shinsuke Nakamura. Il y avait des gros spots, c'était le bordel, c'est vraiment tout ce que je kiffe dans le catch en fait. La petite déception forcément c'est que Damien Priest n'ait pas pu cash in ce soir là, même si je pense quand même que c'était pas une si mauvaise idée de mettre un coup de mallette dans la jambe de Damien Priest, comme ça permet de rendre le non cash in de Damien Priest cohérent et de donner encore un peu de temps à Seth Rollins pour mettre en valeur ce titre et nous proposer un règne toujours aussi bon. Franchement c'est très cool et hâte de voir le prochain adversaire de Seth Rollins. Franchement s'il y a un match que vous devez voir sur ce show, bon déjà le triple menace féminin quand même c'était assez cool, mais surtout ce Last Man Standing c'était très bon. Un des candidats pour mes matchs de l'année, je pense. Bon, dressons un peu un bilan de Fastlane. Au global c'était un show assez correct, même si je pense que la majorité des matchs ne rentreront pas dans l'histoire. Je pense au match entre la WO et l'équipe de Bobby Lashley, malgré le retour de Carlito. Sinon au global les matchs étaient plutôt bons, mais je retiens surtout le triple menace et le main event, le Last Man Standing, c'était vraiment super. Assez déçu quand même de la victoire de Cody Rhodes et Jey Uso, je m'y attendais pas. Surprise, au moins là il y a eu des surprises sur ce show, ça c'est sûr. Mais j'aurais pas espéré ça, vraiment. Et même si le match était bon, voilà, j'aurais préféré voir le Judgment Day gagner. Du coup je pense que c'est bon pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu bien chromé, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit celle-là, et puis surtout que les pouces sont même plus bleus. Et surtout abonnez-vous en masse, abonnez-vous en troupeau, tous ensemble, ça me ferait super plaisir. On peut viser les 600 abonnés avant la fin d'année, au vu de l'évolution de la chaîne actuellement, j'y crois. Donc 600 abonnés avant la fin de l'année, je compte sur vous, n'hésitez pas à partager. Et sur ce, on se retrouve dans de prochaines vidéos. C'était Gaël, arrivederci.